D'après vous, à quoi ressemblait la sexualité d'une femme préhistorique? C'était doux ou violent? Tabou ou complètement déluré? Dans la culture populaire, on représente un homme des cavernes qui assomme ses femmes pour leur faire des bébés. Super, mais est-ce que ça serait pas une idée reçue? On va voir les grosses différences qu'il y a avec notre époque, mais surtout à quel point la sexualité d'hier influence nos comportements aujourd'hui. L'homme préhistorique était-il monogame ou polygame? Lorsqu'on imagine une famille préhistorique, on pense direct à la famille Pierre à Feu. Un couple monogame, tout ce qu'il y aurait de plus naturel. Si vous pensez comme ça, c'est à cause du 19e siècle et ses premiers préhistoriens. Des archéologues qui étaient à la fois scientifiques et hommes d'église, comme l'abbé Henri Breuil, un pionnier du milieu qu'on surnomme le pape de la préhistoire. Fatalement, la religion a beaucoup influencé leur analyse. Mais si en fait c'était totalement l'inverse? Et si l'homme préhistorique était polygame? Il y a 40 000 ans, il n'y avait pas beaucoup d'humains. 500 000 tout au plus qui vivaient en communauté de 20 à 120 individus. Au-delà, il n'y aurait pas eu assez de nourriture dans le périmètre. Il se trouve que ce type de société, c'est exactement celle des chimpanzés, chez qui l'amour joue un rôle central pour le divertissement ou l'apaisement des tensions. On le pratique plusieurs fois par jour, avec plusieurs partenaires. Un comportement polygame qu'on lirait jusque dans notre biologie, par exemple par l'orgasme féminin. Il est difficile à obtenir, mais peut être multiple dans la journée, au contraire de l'homme. La femelle, donc, multiplie ses partenaires pour renforcer le matériel génétique à disposition, alors que l'homme, au taquet, qui n'a qu'une chance dans sa journée, va produire rapidement un jet de millions de spermatozoïdes. Une polygamie originelle qui sera à la source de notre intelligence collective. Si on ne connaît pas le père des enfants, toute la tribu va les protéger, va les nourrir, ce qui cimente le groupe et oblige à coopérer. Vu que la propriété privée était une notion limitée dans ces sociétés, ça a fait dire à certains qu'il en aurait été psychologiquement de même avec ses partenaires. On ne possède ni son homme, ni sa femme. Aujourd'hui encore, on retrouve ce type de fonctionnement dans les sociétés dites primitives, des tribus d'Amérique du Sud aux Iroquois du Nord. Bon, tout ça c'est bien beau, mais est-ce qu'on a des preuves plus concrètes? Eh ben oui, on a trouvé quelques sépultures de troupes. Par exemple, en République tchèque, il y a 25 000 ans, une jeune femme a été enterrée avec 2 jeunes hommes, dont l'un avait la main placée sur la zézette de la dame. Ou encore les squelettes préhistoriques de 4 hommes, enterrés avec 15 femmes et retrouvés au Michigan. Le truc, c'est que c'est pas une généralité. L'idée d'un homme préhistorique monogame reste très probable. Déjà, chez les grands singes, ça existe. Chez les gibbons, le couple est sacré et inséparable. Techniquement, ces comportements sont donc dans nos gènes. Mais allons plus loin. Débunkons cette histoire d'orgasme féminin qui prouverait la polygamie. Certes, la femelle peut en avoir plusieurs à la suite, mais ça veut rien dire. Regardez la libido des chimpanzés. On remarque que le mâle fap en moyenne une fois tous les 2 jours. La femelle, 1 à 2 fois par semaine. C'est 3 fois moins. Ça détruit totalement l'idée d'orgie préhistorique. Et ce qui est fou, c'est que ce constat, on le fait aussi chez l'humain dans les mêmes proportions. La faute serait biologique. Des taux de testostérone 10 à 30 fois plus élevés chez l'homme. Il y a des espèces où c'est plus équilibré. Du coup, chez l'homme humain, il y a plus de libido, plus d'agressivité et des comportements dominateurs. Et encore, ces niveaux, c'est ceux de l'homme moderne. La testostérone de l'homme préhistorique, ça a explosé le plafond. Ça, on le sait grâce aux fossiles des mains. Je vous donne une petite astuce. Quand votre annulaire est plus long que votre index, c'est corrélé à un taux plus important de testostérone quand on était un fœtus. Eh bien, chez nos ancêtres, c'était bien long. Mais attention, ça veut pas dire que la société était plus violente. On retrouve sur les squelettes finalement très peu de blessures par arme. La femme elle-même n'était probablement pas soumise. Au contraire, sa faible libido lui permettant d'être très sélective, avec un dimorphisme sexuel assez faible, lui donnant la capacité de se défendre elle-même. Tout le contraire du gorille polygame et dominant, qui vit en harem avec des différences physiques très marquées. Ce qui a fait dire à des chercheuses politiquement engagées qu'en fait, à la base, il y avait 0 différence, pure égalité entre les sexes, mais l'homme aurait volontairement choisi des femmes plus petites et plus faibles pour s'accoupler. Il les aurait même privées de viande afin de faire avancer son agenda patriarcal. Un complot vers la gorillification. Rigolez pas, non seulement c'est une thèse au CNRS, mais il y a eu un documentaire sur ça à la télé, alors que des anthropologues sérieux l'ont débunké.
Mais revenons-en à nos histoires de « est-ce qu'on est monogame depuis la nuit des temps ?» J'ai 3 indices qui sont plutôt en faveur de cette thèse. D'abord, la forte mortalité des femmes humaines à l'accouchement. 4% dans l'ancien temps quand même. Ça oblige à limiter les risques et donc les partenaires. Ceci dit, faut avouer qu'on a retrouvé très peu de squelettes de mères mortes en couche, ce qui laisse penser que ça se passait mieux, grâce peut-être à un bassin plus large. On sait aussi qu'il y avait l'utilisation de plantes abortives comme contraceptifs naturels, déjà connus à l'époque. Deuxième indice, la limitation des MST préhistoriques. On a fait des simulations de propagation de chlamydia, gonorrhée ou syphilis dans la préhistoire. Des maladies qui, je le rappelle, peuvent provoquer mort et infertilité. Du coup, statistiquement, trop se mélanger aurait conduit à une propagation plus importante et donc la disparition de l'homme. Troisième et dernier indice en faveur de la monogamie, la question de l'inceste. Si tu te reproduis avec quelqu'un de ta famille, tu as plus de risques d'avoir des problèmes génétiques. Ça, on l'a compris très vite dans la préhistoire, on n'a pas trouvé de couple sapiens de la même famille enterrés ensemble. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Chez d'autres races humaines, comme les Néandertals, on a retrouvé beaucoup de squelettes avec des déformations congénitales. Contrairement à nous, les sapiens, qui avons probablement rendu très tôt l'inceste tabou, ritualisant des échanges de partenaires entre les tribus. Une pratique qui pourrait expliquer la naissance du concept de mariage. Vous l'aurez compris, aucun chercheur n'est d'accord. L'homme préhistorique semble avoir été tout autant polygame que monogame, selon les tribus, les époques, les individus. Un peu comme aujourd'hui, en fait. S'est-on accouplé avec d'autres espèces que l'homme ? Février 2002, 2 plongeurs explorent une caverne inondée au sud des Carpates. La descente est difficile, les passages sont étroits, et ils se perdent dans ce dédale jusqu'à tomber nez à nez avec une chambre inexplorée. À l'intérieur, des milliers d'ossements de mammifères. Pas de panique, probablement l'ancienne caverne d'un ours. Sauf qu'un tas d'os attire leur attention. Il y a un crâne humain. Au-delà de la frayeur que ça a dû leur donner, cette découverte va durablement changer nos croyances sur les hommes préhistoriques. On le sait, à une époque sur Terre, il y avait plusieurs espèces humaines. Les Néandertaliens, bien trapus et l'air béné, les hommes de Flores, tout petits, moins d'1 mètre, ou les Denisoviens, qui ressemblent à un mème. Il y a facile une quinzaine d'autres types d'humains, imaginez seulement si ça avait perduré jusqu'à aujourd'hui. On pensait que pendant des milliers d'années, ces espèces s'étaient simplement croisées. Mais le crâne trouvé dans la grotte inondée a tout changé. C'était un métis entre un sapiens et un néandertal. Oui, les 2 espèces se sont accouplées. Pire, si tu es européen ou asiatique, dans ton ADN actuel, tu as entre 1 et 4% de néandertal. Si tu es sud-asiatique ou océanien, tu vas avoir 1 à 6% d'hommes de Denisova. Alors que les Africains subsahariens sont, eux, techniquement les sapiens les plus purs. Pardon. Ces hybridations sont pas forcément des cadeaux, parce que les Néandertals nous ont refilé la dépression, des allergies, une sensibilité accrue au diabète, aux addictions, et même au Covid. Néandertal, c'est aussi la souche HPV-16 du papillomavirus, la plus dangereuse, ça tombe bien, et qui aujourd'hui touche plus les blancs que les noirs aux États-Unis. Pourtant les gars, ça se voit qu'il faut pas coucher avec Néandertal. Vous étiez à ce point un chien pour pourrir votre lignée sur des milliers d'années ? Plus sérieusement, tous les humains ont été hybridés à un moment ou un autre. On a retrouvé en nous de l'ADN de 3 autres espèces humaines encore inconnues, des espèces dites fantômes, parce qu'on n'a pas encore retrouvé de fossiles. On leur aurait notamment piqué le gène MUC7 qui permet à notre salive d'être collante et gluante. Par contre, toujours dans la série des choix foireux de nos ancêtres, il est fort probable que nous descendions tous d'un homme qui a fait l'amour avec un gorille il y a 3,3 millions d'années. Il n'y a pas eu de bébé, mais des poux pubiens qui nous colonisent et qui sont quasiment les mêmes que le gorille. Or, les poux pubiens sont pas censés être interespèces normalement. Ça semble se confirmer avec les gravures. On aimait bien dessiner les animaux, mais aussi plus si affinité. Je veux vraiment pas savoir. C'était quoi les modèles de beauté à l'époque préhistorique ? Bien sapé, mâchoire carrée, cheveux bouclés à la Timothée Chalamet, voilà, en 2021, comment être au top de la séduction. Mais quand on ressemble à ça, et qu'on passe ses journées quasiment à poil, ça veut dire quoi, être beau ? Eh bien, figurez-vous que même à l'époque, il y avait des modes. Il y a 38 000 ans, c'était de se scarifier le corps avec des motifs, partout, même sur le pénis. Ouais,
on a retrouvé des modes d'emploi. Et rigolez pas parce que non seulement la séduction pénienne existe encore aujourd'hui, mais elle a sauvé l'humanité d'un truc horrible. Il y a 800 000 ans, les garçons préhistoriques avaient des épines sur leurs zizi, comme les chats. Mais les femmes n'aimant pas cette caractéristique, qui leur faisait sûrement mal, elles ne se sont pas reproduites avec eux, et ce caractère s'est perdu. Remerciez vos arrière-arrière-grand-mères d'avoir fait le bon choix. Pour ce qui est des femmes maintenant, c'était quoi une belle Néandertale ? Alors déjà, il y a 17 000 ans, une femme a eu un problème génétique. Elle est née avec les cheveux blonds et les yeux bleus. C'est un caractère qui a tellement plu aux hommes qu'en 1939, rien qu'en France, 26% de la population était blonde ou châtain clair. Pour ce qui est du corps, on pourrait se fier aux sculptures de Vénus, comme la célèbre Vénus de Willendorf, trouvée en Autriche et vieille de 30 000 ans. Sachant que la moitié de toutes les statues retrouvées représentent des femmes obèses, faut-il conclure que la femme préhistorique idéale avait les seins, le ventre et les hanches bien larges ? Ben, pas tout à fait. Déjà parce que là, on part du principe que ça serait des hommes qui ont sculpté ces statues. Or, certains chercheurs pensent que ce sont des femmes qui se sont représentées elles-mêmes, ce qui explique les défauts d'anatomie, puisque, faute de miroir, elles faisaient tout de leur point de vue. L'autre théorie possible est qu'il s'agit d'une divinité ancienne, comme Bouddha par exemple. C'est pas un modèle de beauté, mais plutôt une représentation de l'abondance. Une sorte d'amulette censée apporter la prise de poids, car des preuves archéologiques qu'on en a, l'obésité était extrêmement rare à cette époque. Était-on chaste ou déluré à la préhistoire ? On l'a pas vu en cours d'histoire, mais les hommes préhistoriques étaient vraiment de gros obsédés. Tu sais les jolis dessins qu'on te montre ? C'est pas que ça. C'est surtout beaucoup de zizi, zézettes et fessiers. Ça, on dirait ce que tu dessinais derrière ton protège-cahier en cours de maths. Non, c'est un artiste d'il y a 18 000 ans. On se moque, mais ces dessins peuvent nous apprendre comment nos ancêtres faisaient l'amour. Par exemple, en France, il y a 14 000 ans, on a retrouvé cette femme à quatre pattes avec un homme et quelqu'un qui semble les observer, un voyeur ou un trouble. Vous noterez que dans la plupart des gravures, on représente le coït à quatre pattes. Je n'ai retrouvé qu'une représentation d'un rapport oral et une seule d'un rapport face à face. C'est étonnant parce que c'est la position idéale pour l'humain. Comme chez les bonobos, notre utérus a remonté, ce qui amène à faire l'amour face à face. C'est mignon. Bon, là par contre, je sais pas du tout ce qu'ils font, mais ça a plus de 20 000 ans et c'est la plus ancienne représentation de coït qu'on ait. Dans les gravures, on a aussi retrouvé des actes d'homosexualité, comme les célèbres femmes de Gonnersdorf, enlacées ensemble. Preuve que ça existait à l'époque, comme ça existe chez les grands singes. On représente aussi beaucoup de femmes qui le font tout seules, comme les Vénus de Malte. Là-dessus, il semblerait qu'il n'y avait pas trop de tabous. Et justement, on peut s'étonner du nombre hallucinant d'accessoires préhistoriques pour ça. Il y a des objets en forme de pénis partout, et on se doute bien de l'utilité. Après, ça aurait très bien pu servir de décoration pour des rituels ou des modes d'emploi de scarification. Ça aurait aussi pu être des massues et des pilons qu'on a voulu pimper parce qu'on avait du temps à perdre. Vous l'aurez compris, hier comme aujourd'hui, on pensait beaucoup trop à ça. La préhistoire est-elle nécessaire pour comprendre notre sexualité aujourd'hui ? On l'a vu dans la partie monogamie et polygamie, même si personne ne sait, c'est la guerre entre les chercheurs. Et on comprend pourquoi. Un religieux traditionnaliste aimerait bien qu'un patriarcat monogame existe depuis que l'homme est homme, à contrario de la gauche qui aimerait une préhistoire égalitaire, sinon matrilinéaire, pacifiée et polygame. C'est l'idée qu'on retrouve chez Engels, Karl Marx, Marcel Mauss et bien d'autres. Un paradis préhistorique perdu, détruit par l'agriculture qui a amené le stockage des ressources et donc la propriété privée et donc le capitalisme. Ça a l'air crédible, mais c'est aussi dangereux comme pensée. Parce que rechercher un état de nature, se dire que la préhistoire va justifier des comportements ou des modèles de société pour aujourd'hui, ça sent un peu le mythe du bon sauvage, alors qu'on sait qu'il faut pas faire ça. Avec ces conneries, il y a des chercheurs qui justifient par exemple que les agressions sexuelles sont naturelles parce que les hommes auraient depuis la préhistoire un gène pour ça, ce qui aurait permis à l'humanité de se développer positivement. Bon à quitter, tu peux y aller. Mais ça va pas du tout ça. On comprend bien qu'on peut pas se servir de la nature ou de la préhistoire pour tout expliquer, pour changer la société d'aujourd'hui. Si vous rêvez d'un monde polygame, monogame, égalitaire ou dominateur, sexuellement foufou ou carrément austère, s'il vous plaît, laissez la préhistoire tranquille. Elle n'a pas de réponse claire et définitive à vos questions, et ça ne justifiera jamais rien.
Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner pour nous soutenir, c'est important pour nous. En plus, ça vous informe quand il y a des nouvelles vidéos. Merci à tous de nous suivre. Merci à Weasley sur l'écriture. Merci à toute l'équipe sur le montage. Allez les amis, ciao!